Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Ce soir, ce sera un exercice quelque peu spécial parce que nous ne parlerons pas avec le ministre d'État, ministre des Infrastructures, d'abord des travaux publics et de ce qu'il occupe quotidiennement. Mais ce soir, Monsieur le ministre d'État, nous voulons faire une plongée dans un exercice qui est sensible et particulier en ce moment, parce que nous sommes évidemment agressés par le Rwanda. Et dans le cadre de cette agression, le narratif qui revient régulièrement met au devant votre communauté, la communauté à laquelle vous appartenez. Et nous avons estimé qu'il était important, comme vous l'aviez fait déjà une fois dans le cadre de cet exercice de redevabilité, mais que ce soir nous puissions nous focaliser sur la question pour que vous puissiez nous donner les détails et pour que notre opinion puisse être édifiée, parce que malheureusement, la guerre, nous la faisons dans un contexte aussi où il y a beaucoup de mauvaises informations qui circulent, qui ne permettent pas aux uns aux autres de comprendre la portée et la sensibilité de certains sujets. Et donc ce soir, nous voulons parler de la cohabitation pacifique en République démocratique du Congo et de la place de la communauté Banyamulenge. Monsieur le ministre d'État, bonsoir. Bonsoir Patrick. Merci de vous joindre à cet exercice de redevabilité dans un contexte où nous avons lancé la campagne Congolais Téléma. Monsieur le ministre, pour commencer, comment votre communauté vit ces moments de crise? Comment votre communauté réagit lorsqu'elle est constamment épinglée par les présidents rwandais comme étant une communauté qui vit un génocide en République démocratique du Congo? Comment réagissez-vous face à tout cela? Parce que vous savez mieux que nous que tout ce que le président Kagame dit n'est pas vrai. Merci, Monsieur Patrick Mouyaya. Je voudrais commencer d'abord par saluer nos chevaliers de la presse ici. Bonsoir à vous. Je voudrais, d'entame, vous me permettrez, puisque c'est la première fois que je m'exprime ici sous la RTNC depuis les derniers développements que nous avons connus avec l'occupation de la ville de Goma, ensuite l'occupation de la ville de Bukavu. Je voudrais exprimer toute ma solidarité et ma compassion à nos frères et sœurs, à nos compatriotes qui vivent aujourd'hui sous cette partie de notre pays occupée par le Rwanda, parce qu'il faut appeler un chat par son nom, au travers de son supplétif ou ses supplétifs qu'est le M23 ou la FCM 23, comme on veut bien l'appeler. Et donc, nous voulons ici dire que nous partageons ces moments difficiles avec eux, et nous pouvons comprendre que être sous la domination de forces d'occupation soit vraiment des moments, des temps difficiles pour nos frères qui vivent à Goma, à Bukavu et dans toute cette partie, parce qu'aujourd'hui, Rutshuru aussi connaît le même problème, Masisi connaît le même problème, et donc notre solidarité et notre compassion les accompagnent à chaque instant. Alors comment est-ce que notre communauté, la communauté Banyamulenge, vit cette situation? C'est un véritable déchirement pour nous. Un véritable déchirement parce que nous nous rendons compte que aujourd'hui, un pays voisin, que moi je traiterais d'un État belliqueux, exploite les quelques problèmes que nous pouvons avoir dans notre pays. N'oublions pas que nous sommes un pays immense, avec 450 tribus, et que
comme d'autres pays, nous connaissons des défis internes. Et ces défis internes sont, par rapport à cette problématique, sont des défis de cohabitation entre certaines communautés. Je voudrais vous parler d'abord, avant de répondre à cette question, de ma propre expérience. Comme il a dit, je suis originaire du Sud Kivu, territoire d'Uvira. Je suis de la communauté Banyamulenge. Mais avant d'être membre du gouvernement, je suis d'abord un élu du territoire d'Uvira. Élu du territoire d'Uvira signifie que j'ai obtenu des voix, non pas seulement de ma communauté d'origine, les Banyamulenge, mais aussi des autres communautés. Bafuliru, Bavira, Babembe, Bashi, Barega, qui sont installés dans ce territoire. Et peut-être pour la petite histoire, vous devez aussi savoir que je suis le fils d'un illustre homme politique, M. Gisaro Mourosa Frédéric, qui lui-même, en son temps, a été également commissaire du peuple. À l'époque, les élus nationaux, on les appelait des commissaires du peuple. Il a été élu en 1977 et il a participé également au Parlement de 1970, mais là, ce n'était pas des élections, mais c'était par désignation en termes de consensus au niveau de la classe politique. Donc, il a été au Parlement à 2 reprises. Tout ceci pour dire que la cohabitation dans notre pays est possible. Cette cohabitation est une expérience réelle. Comme je le dis, je suis élu et donc j'ai dû aller vers ces autres communautés pour demander leur suffrage, qu'ils ont bien voulu m'accorder afin que je les représente au niveau du Parlement, au niveau de la représentation nationale. Et donc, c'est bien la preuve et la démonstration que la cohabitation est possible. Mais lorsqu'on parle de cohabitation, est-ce que cela voudrait dire qu'il n'existe pas de conflits ethniques, qu'il n'existe pas des problèmes de cohabitation entre les communautés? Non, il en existe. Comme il en existe dans tous les pays au monde qui rencontrent ce type de défis. Et donc, moi je dis que le problème n'est pas tant la cohabitation, mais le problème aujourd'hui est de savoir, lorsqu'il y a des problèmes de cohabitation, comment est-ce que l'État les prend en charge? Quelle est la réponse publique sur ces problématiques qui sont des problématiques inhérentes à la plupart des pays dans le monde? L'Afrique du Sud a connu un problème de cohabitation entre les Noirs et les Blancs. Les États-Unis d'Amérique, je parle là de démocratie, ont connu aussi des problèmes de cohabitation entre les Noirs et les Blancs. Et ici, en RDC, il y a effectivement des problèmes de cohabitation entre la communauté dont je suis originaire, Banyamulenge, et d'autres communautés voisines, les Bafuliru, les Babembe, dans une moindre mesure avec les Bavira, mais ce sont des problèmes qui existent. Des problèmes qui sont exacerbés aujourd'hui par 2 phénomènes. Le phénomène de l'existence des groupes armés qui sont pratiquement devenus des groupes armés communautaires parce que chaque communauté du Sud Kivu aujourd'hui a son groupe armé. Les Bavira ont leur groupe armé, les Fuliro. La plupart des communautés du Sud Kivu ont des groupes armés. Donc ça voudrait dire qu'il y a un problème de circulation d'armes et qui font qu'au lieu de régler les problèmes comme africains au niveau de l'arbre à palabre, mais il y a malheureusement des exactions qui se font parce qu'il y a des gens qui sont détenteurs d'armes. Mais ce problème est exacerbé aujourd'hui à cause de l'ingérence
d'un pays voisin qui est le Rwanda. L'ingérence du Rwanda, au travers des multiples invasions qu'ils ont perpétrées dans notre pays, font que ce problème a pris une dimension qui est aujourd'hui, qui nous fait vivre la situation, comment je vais appeler ça, cette situation terrible que nous connaissons aujourd'hui, où notre pays est divisé, où notre pays est victime d'une agression, d'une occupation, avec des prétextes fallacieux, où un pays vous dit « je viens pour protéger la minorité Tutsi ou la minorité Banyamulenge qui sont en danger d'extermination ». Mais où se trouve ce projet d'extermination? Qu'on me dise à quel endroit on a concocté ce projet et combien de Tutsis aujourd'hui sont massacrés dans notre pays. Nous avons ici affaire à une situation où vous avez un pyromane qui vient, qui dit il y a le feu, alors que le feu n'existe pas, et qui vient après dire c'est moi le pompier pour éteindre ce feu parce que je viens pour protéger une minorité. J'ai eu à le dire ici il y a quelques années, sur le même plateau ici de la RTNC, en disant que nous, comme communauté Banyamulenge, ou de manière plus générale la communauté Tutsi, nous n'avons jamais demandé au Rwanda de venir ici pour protéger notre communauté. Bien au contraire, les différentes invasions que fait le Rwanda ne fait qu'exacerber les problèmes de cohabitation qui peuvent exister. Parce qu'il en existe aussi entre les Luba et les Katangais. Nous l'avons vécu ici. Lors des joutes électorales, on a senti une certaine violence qui est revenue entre ces deux communautés. Nous le vivons aussi en Ituri, entre les Hema et les Lendu, ou encore ici, plus près de Kinshasa, entre les Teke et les Yaka. Tous ces problèmes de cohabitation sont des problèmes que doit résoudre la République démocratique du Congo parce que ce sont des défis internes. Point n'est besoin de voir un État voisin devenir l'avocat d'une partie de notre population et intervenir militairement avec plus de milliers de soldats, soi-disant pour protéger une communauté. Non, l'agenda est tout autre. Parce que je voudrais savoir, et je pose la question, qui protège la communauté Banyamulenge installée ici à Kinshasa? Est-ce le Rwanda? C'est notre État. C'est la RDC qui les protège. Nous avons ici, à Kinshasa, des membres de la communauté. Moi, je les fréquente, je les vois tous les jours. Ils circulent librement dans les villes de Kinshasa, dans la ville de Kinshasa. Nous avons notre communauté en bon nombre à Bukavu. Est-ce que c'est les Rwandais qui les protégeaient? Bien sûr, je parle d'avant l'invasion, parce qu'aujourd'hui, ils vont dire que c'est eux qui les protègent. Non. Bien avant l'invasion, qui les protégeait? Ce n'est pas le Rwanda. Ceux qui sont à Uvira, ceux qui sont à Lubumbashi, ceux qui sont à Kolwezi, sans oublier le gros qui vit dans les hauts plateaux de Mwenga, Fizi, Uvira, à Minembwe, puisque c'est le coin qui est le plus connu. Ce n'est pas le Rwanda qui les protège. C'est notre État qui les protège. Il peut y avoir effectivement des manquements. Cela peut arriver, mais il n'est nullement question, et nous n'avons pas invité le Rwanda à venir régler ce problème. Qu'il y ait des discours de haine vis-à-vis de cette communauté, parce que une certaine partie de notre population qui est affectée par le fait que
le Rwanda attaque notre pays et qui dit « mais vous leur ressemblez ». C'est ça le vrai problème. C'est la confusion qu'il y a parce que lorsqu'on regarde le visage des Rwandais, entre guillemets, parce que là aussi il faut préciser que le Rwanda est peuplé non pas que des Tutsis, mais il y a aussi des Hutus et qui sont majoritaires. Mais simplement parce que le régime de Kigali aujourd'hui, qui est dirigé par M. Kagame, et parce que M. Kagame est Tutsi, comme je le suis, comme il y a des communautés à cheval sur chacune de nos frontières. Mais à cause de cette ressemblance de phénotype, on considère que nous épousons leur narratif, nous épousons leur cause. Il n'en est pas question. Moi, et comme beaucoup d'autres, Banyamulenge, et je dirais même des Tutsis, de manière générale, nous ne sommes pas d'accord avec ce que le Rwanda, le plan du Rwanda, le plan macabre du Rwanda sur notre pays. Nos problèmes, nous voulons les régler en interne. Nous n'avons pas besoin de l'intervention d'un autre pays pour venir résoudre ou pour venir nous protéger, comme je venais de le dire. C'est notre État qui nous protège, comme il protège toutes les autres communautés du pays. Et en plus, laissez-moi peut-être continuer là-dessus. Allez-y, s'il vous plaît. Les autres conflits ethniques qui existent dans notre pays, mais les ressortissants, disons les populations de ces communautés-là, sont des communautés aussi qui sont à cheval avec les autres pays. Je vais prendre l'exemple des Hema et des Lendu, qui ont des problèmes aussi de cohabitation. Mais vous avez des Hema qui sont en Ituri, mais des Hema qui sont aussi de l'autre côté de la frontière, en Ouganda. Alors, si aujourd'hui, vous voyez l'armée ougandaise dans notre pays, mais ça, c'est une armée qui est invitée par la RDC parce qu'il y a des accords avec eux. Il y a une mutualisation de nos forces pour résoudre un problème que nous partageons. Par exemple, le problème des ADF, Nalu, qui sont d'origine ougandaise, mais qui sont venus ici, qui se sont réfugiés en RDC et qui déstabilisent leur pays d'origine. Mais l'Ouganda n'est pas venu comme ça sans être invité. L'Ouganda est venu au Congo sur l'invitation de notre gouvernement et nous mutualisons nos efforts, nos forces pour régler ce problème. Excellence, on assiste ces derniers temps à une véritable croisade de Rwandais, de Paul Kagame dans le média américain, où on entend la même rhétorique mensongère pour justifier sa présence ou non en République démocratique du Congo. Mais on observe que de votre côté, c'est silence radio. Alors j'aimerais savoir qu'est-ce qui est fait à votre niveau pour contrer cette croisade dans les médias américains avec la rhétorique mensongère que vous connaissez bien. Alors la deuxième question, Excellence, c'est il y a le Parlement rwandais qui a pris une résolution le 6 mars, c'est tout récent, sur les causes profondes de l'idéologie du génocide dans la région des Grands Lacs. Alors, pour être beaucoup plus précis, j'aimerais lire cette résolution. C'est une quinzaine de résolutions que le Parlement rwandais a pris. Et la première résolution dit ceci. Les causes profondes de la persistance de l'idéologie du génocide à l'est de la RDC et ses conséquences directes sur les Rwandais sont enracinées dans l'héritage colonial. La délimitation arbitraire des frontières a fait en sorte qu'un grand nombre de personnes parlant la langue kinyarwanda se retrouvent, soient devenus des citoyens de la
de l'actuelle RDC. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Pouvait être complété par le ministre Lemineta qui a commencé à effleurer cette question quand il a pris la parole. Merci. Merci beaucoup pour vos pertinentes questions. Je crois que nous tous, nous devons être très vigilants et faire attention. Autant nous sommes dans notre droit de regarder ce que font les ennemis, mais il faut surtout être vigilant à ce que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, les Rwandais n'ont jamais été autant dans une mauvaise posture. Et que la contre-offensive, entre guillemets, si les gens veulent la considérer comme telle, parce que ça se fait en renfort de mensonges aux États-Unis, ne vient qu'en réaction. N'oubliez pas qu'il y a quelques semaines, celui qui est considéré comme le numéro 2 du régime, qui a été des tristes mémoires, chef d'état-major de notre armée en 1997, a été sanctionné par les Américains. Il est ministre d'État en fonction. Il a été sanctionné. Et vous avez suivi, le président de la République avait fait une interview dans le New York Times où il avait parlé de cette idée de voir comment attirer plus d'investissements américains dans notre secteur minier dans le cadre de la stratégie de la diversification. Les débats aujourd'hui aux États-Unis n'est pas les débats qui consistent à écouter les mensonges répétés des Kagame. Nous savons qu'il a eu des rencontres, notamment au niveau du Capitol Hill au Congrès, où ses envoyés ont reçu une fin de non-recevoir. Vous pouvez venir, on vous écoute, mais on vous dit « Qu'est-ce que vous faites en RDC ?» Qu'est-ce que vos militaires font en RDC? Il y a des problèmes de gouvernance, il y a massacre de communautés, etc. Mais la question qu'on leur pose, qu'est-ce que vous faites en RDC? Quittez le territoire, ce n'est pas le vôtre, ce n'est pas eux qui vont venir régler nos problèmes de gouvernance ou le problème de la coexistence pacifique entre nos communautés. C'est ça les messages qu'ils entendent à Washington. Un mensonge en force d'être entendu ne devient pas la vérité. Parce que, regardez bien, s'il vous plaît, vous pensez que c'est sur quelle base que les Américains ont pris la décision de sanctionner James Kabarebe? Est-ce que les Américains, en prenant ces décisions, ne savaient pas, ne connaissaient pas le narratif rwandais? Vous êtes sûr? Parce que la décision, lorsqu'elle est prise, elle est motivée. Il faut lire ce qui est écrit lorsque James Kabarebe est sanctionné. Dans la posture actuelle où tous les pays du monde, un par un, commencent à prendre des sanctions, les sanctions qui, pour nous d'ailleurs, sont arrivées un peu plus tard, après les condamnations, est illustratif du ras-le-bol du comportement du président rwandais. Alors moi, je veux bien que les compatriotes puissent être sensibles sur les gesticulations de nos adversaires, mais il faut bien lire et bien interpréter le travail que nous faisons avec le président de la République en tête. Vérifiez, regardez, vous tous, vous avez vu, M. Boulos, que le président Trump a choisi pour être l'envoyé spécial dans le Grand Lac. Et lorsque vous lisez les articles qui annoncent tous, en toile de fond, parlent du deal minier, ou de la discussion. Alors, lorsqu'on veut parler à ce niveau-là des intérêts stratégiques à la fois américano-congolais, mais qu'est-ce que les Rwandais viennent faire là? Au contraire, le président Kagame, il essaye, on sait comment il opère à travers des groupes pour essayer de se trouver une place dans ces débats, mais il n'a pas de place justement dans ce débat qui doit se faire entre la République démocratique du Congo et le gouvernement américain. Et donc ici, il faut savoir que c'est eux aujourd'hui qui ressentent le plus des besoins d'aller s'expliquer dans le monde entier. Vous voyez les gesticulations du ministre des Réseaux sociaux, on veut aller à Bruxelles, on veut aller, mais regardez les mépris avec lesquels ils réagissent dans les communiqués lorsqu'ils sont sanctionnés. Mais des personnes qui sont sanctionnées aujourd'hui se retournent vers les personnes qui leur ont imposé des sanctions pour aller expliquer quoi? Que ce gens-là ne savaient pas avant la prise des sanctions. C'est évident qu'ici, ils sont dans une stratégie des manipulations habituelles, une stratégie de désespoir, parce qu'ils savent que des sanctions massives arriveront. En tout cas, tant qu'ils garderont leurs troupes sur notre sol, cela va arriver parce que là, c'est violer toutes les règles internationales en la matière, et surtout que vous suivez quotidiennement des crimes de guerre, on attaque des malades dans les hôpitaux, on les kidnappe, on les tue, on attaque les écoles, mais tout ce qui se fait là,
le monde entier voit. Je ne vois pas les discours que le président rwandais et ses sbires ou supplétifs peuvent ressasser matin, midi et soir, qui va changer la réalité qui est vécue sur les terrains, celle des massacres systématiques. Et donc, les Congolais, partout, nous sommes devant avoir confiance. Parce que lorsque nous vous parlons de la combinaison de tous les fronts, ça produit des résultats. Et donc, même sur les terrains où ils sont supposément censés être, nous y étions. J'étais les premiers, moi, à faire les débats avec Mme Ramaya d'Atlantic Council, peut-être parce que c'était en anglais, les uns les autres ne sont pas suivis, n'ont pas pu suivre. Et donc, il y a, on ne vous dira pas, il y a des initiatives en cours, des interviews en cours de préparation qui vont aller à tous les niveaux, parce que les médias constitue pour nous un front à part entière. Donc de ce point de vue, soyez plutôt rassurés qu'un mensonge à force d'être entendu ne deviendra jamais vérité. Sur les deuxièmes volets de votre question que le ministre d'État a effleuré, je serais d'ailleurs heureux qu'il puisse me compléter à ces sujets. Nous savons qu'en réalité, le plan du Rwanda, derrière tous les faux prétextes aujourd'hui, c'est de réussir à couper une partie de la RDC. Alors, on essaye de deux manières. Soit qu'on l'occupe avec nos militaires en imposant la terreur telle qu'ils l'ont fait, pensant que la communauté internationale, ou d'abord nous-mêmes les Congolais, on ne serait pas vigilants, on se laisserait faire. Comme ça, ils consacrent la balkanisation physique de fait. Parce que ce qu'ils font, c'est quoi? Dans les territoires occupés, quand ils arrivent, la première chose qu'ils font, ils brûlent les archives. Ils brûlent les archives, ils font des redistributions de terres et ils pensent même repeupler. Mais c'est quoi le plan? Et c'est ce qui est en cours. Et tout le monde le sait, parce que c'est que je vous dis, si vous lisez un article qui est sorti il y a quelques semaines de Michael Arong, elle s'appuie sur des commentaires qui sont faits par les experts des Nations Unies. Et nous avons ces éléments, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur l'a déjà abordé en conseil et nous sommes déjà revenus dessus. Alors, la messe qui est dite, la fausse messe qui est dite au niveau du Parlement rwandais, c'est encore une fois du verbiage, parce qu'ici, le gouvernement rwandais tient à tout prix à garder son opinion avec elle, en disant que nous avons des problèmes de sécurité, parce que là-bas, on massacre des Tutsis, encore que le ministre d'État l'a déjà dit ici. Quelle que soit la nature de problème qu'il peut y avoir en RDC, eux n'ont pas le droit d'intervenir. Nous avons les Bazombo ici, nous avons les Bateke, nous avons des tribus transfrontalières. Est-ce que s'il y a un problème avec les Andés dans l'ex-Équateur là-bas, est-ce que le président Touadéra doit intervenir? Et donc, vous voyez qu'ici, c'est un plan malsain qui est concocté et on veut se donner tous les arguments pour venir les justifier devant la propre opinion rwandaise qui commence à se distancer de leur régime. C'est parce que les citoyens rwandais n'ont pas le droit à la parole. Mais si on leur devait donner la parole, je ne suis pas sûr qu'ils embrasseraient tout de suite les schémas ourdis par leur président. Un schéma où on veut commencer à perpétuer des mensonges avec des sénateurs qui ne se gênent pas devant des médias publics de venir tenir des propos qui attaquent les femmes dans ce qu'elles ont de plus précieuses, qui sont victimes des agissements de leur armée. Vous voyez la structuration d'un régime si barbare et qui pense pouvoir se pérenniser ici, soit par eux-mêmes, soit par des supplétifs. C'est là le plan, et c'est pourquoi nous sommes debout. C'est pourquoi les Congolais nous sommes télémas. C'est pourquoi toutes les communautés de la RDC, y compris la communauté du ministre d'État, dit non et se mobilise justement pour mettre fin à ces plans malsains d'occuper une partie de notre territoire et de revenir sur les tracés coloniaux. C'est vous dire que tout ce qu'ils utilisent comme prétexte, discours de haine, etc., ce ne sont que de prétextes mensongers. Les vraies raisons sont celles-là. Monsieur le ministre d'État, merci beaucoup de votre participation et à la prochaine. Merci. Merci. Petit microbe sur ton bicross.
qu'on veut c'est devenir